19 octobre 1916, 21h30. L'idée même d'avoir vécu un songe est une idée aberrante. Pourtant, en mon âme et conscience, je ne reviendrai jamais sur ce que je déclare et la véracité de ces faits. Les années que j'ai passées dans cet ailleurs onirique me hantent encore, et depuis quelques jours, je commence à élaborer un plan dont j'espère en connaître la réussite. Voici la raison pour laquelle je rédige mes mémoires, afin que les gens pour lesquels je compte encore, malgré ma condition, puissent trouver une certaine forme de repos après ma disparition. En ce 1er août 1915, lorsque commença ce que certains murmurent à mi-mot comme étant une sale histoire, et que mes rares visiteurs évoquent encore, avec de forts tremblements dans la voix comme étant une terrible méprise de ma part, je fréquentais depuis quelques mois ce que l'on appelait à une certaine époque des cercles occultes. Ceux au sein même de l'université de Brantford où j'étais moi-même étudiant, renommée pour ses bibliothèques vertigineuses et la qualité des enseignements y étant dispensés. Après le décès d'Elisabeth, étant son aînée d'1 an, je me retrouvais perdu durant quelques semaines. Mes proches s'étonnant de mon farouche désir d'indépendance, je quittai la demeure familiale pour m'installer dans un modeste logis faisant face aux hautes grilles de l'université de Brantford, mais ils durent mettre cela sur le chagrin de la perte de ma promise. Or, ce n'était pas le cas. Régulièrement, lors de leurs visites, mes parents me parlaient de telle ou telle jeune fille qui pourrait, sans remplacer la place de la défunte dans mon cœur, me permettre d'avoir une situation établie de gentilhomme. Et de mon côté, je faisais mine de m'intéresser à leurs propositions et leur promettais de me mettre en rapport avec l'une d'elles. Grâce à de petites pirouettes intellectuelles et en feignant l'apathie habituelle dans laquelle plonge ordinairement le deuil, je réussissais toujours à trouver 1000 défauts à mes éventuelles futures promises. Le plus efficace étant « Elle me rappelle trop Elisabeth », même lorsqu'il n'en était rien. Je jouissais d'une liberté et d'une fougue nouvelle, faisant même parfois tressaillir mes anciens camarades de jeu. C'est donc tout naturellement que, durant mes études, je finis par devenir une sorte de reclus. Je passais des journées entières à la bibliothèque, à étudier l'astronomie et la géographie. À l'époque, j'avais dans l'idée d'obtenir mon diplôme d'anthropologie et de quitter Brandhaven, d'embarquer dans un esquif quelconque, comme dans les histoires que nous nous racontions enfants, de prendre le premier train en direction de n'importe où et de vivre de mes découvertes. Et si, bien que la probabilité fût plutôt mince, j'échouais à obtenir mon diplôme, cela ne serait pas un obstacle. Je deviendrais correspondant pour un journal et serais payé pour compter dans des articles mes nombreux voyages aux contrées de l'Orient que j'imaginais déjà merveilleux. C'est au cours d'un de ces après-midi à la bibliothèque que j'entendis parler à un petit groupe d'étudiants à la table d'à côté, leurs murmures me parvenant sans grande peine dans le silence inhérent au lieu. Ils évoquaient, sans s'en cacher, les terrifiantes lectures de la veille et les découvertes que cela impliquerait. Faisant mine de ne pas y faire attention, je tendis l'oreille et captai des mots tels que miskatonique, dérobé ou necronomicon. Au fil des jours, j'appris leur emploi du temps par cœur et me débrouillai toujours pour m'installer non loin d'eux pour suivre leurs fascinantes recherches. Je compris alors que les rumeurs voulant que des étudiants ayant formé un petit groupe secret d'érudits dédiés aux arts sombres étaient bel et bien fondées. Ce qui m'avait alors paru comme une absurde discussion de jeunes gens dénués de fondement m'apparaissait alors comme une réalité extraordinaire. Les jours qui suivirent, je réussis à me rapprocher de quelques membres de ce groupe, en commençant d'abord par de simples saluts, jusqu'à de rapides discussions anodines. Peu à peu, j'appris à connaître ces gens issus de différentes classes sociales, certains n'étant même pas étudiants à l'université. Et, sans même que je n'aie à en faire la demande, ils m'invitèrent d'eux-mêmes à intégrer leur confrérie. En leur compagnie, je découvris des choses fantasmagoriques et incroyables dont je ne pourrais en faire le détail ici, au risque de passer pour un éberlué ou un fanatique. Ayant grandi dans une famille plutôt aisée et aux idées bien arrêtées, j'avais toujours vu les gens fréquentant les cercles occultes, au mieux comme des illuminés, au pire comme des démons. Car fallait-il être véritablement saint d'esprit pour passer de nombreuses journées à discuter et étudier de prétendus ouvrages décadents jusqu'aux heures les plus sombres de la nuit? Quoi qu'il en soit, et bien que mes parents ou proches amis aient tenté de m'en dissuader, j'avoue avoir apprécié le goût du risque et de l'interdit que me produisaient ces escapades au milieu de ces doudingues, car, au fond, c'était bel et bien ce qu'ils étaient. Certes, ils abordaient des concepts dépassant l'entendement, mais jamais aucun n'avait trouvé le courage de réellement mettre en place de quelconque sabbat ou de se rendre aux différentes coordonnées que nous découvrions.
Aussi, les thèses que nous mettions à jour évoquaient trop souvent de se rendre dans des cimetières, et même les plus courageux d'entre nous refusaient catégoriquement de profaner quelque sépulture que ce soit. Nous cultivions nos âmes et nos esprits, mais cela s'arrêtait là. Parmi ces iconoclastes rêveurs, je me sentais à ma place. Eux aussi désiraient ardemment déserter Burnhaven, et il ne fallut pas longtemps avant que de véritables liens d'amitié ne se tissent entre nous. Pourtant, lorsqu'au petit matin je quittais les murs de l'enceinte de notre petit club, situé au 145 Mallory Street, mes lèvres n'évoquaient leurs préoccupations d'arcanistes qu'avec un profond dédain, ce que nous faisions tous d'ailleurs lorsque nous nous trouvions en compagnie d'êtres moins éclairés. Nous nous retrouvions de nuit, et dans la journée, lorsqu'il arrivait que nous nous croisâmes, nous observions un petit rituel particulier et discret pour se saluer, un souple geste du poignet, accompagné d'un croisement de l'index et du majeur. Nous avions réussi à ériger une distance particulière entre ceux que nous considérions comme étant dénués d'intérêt et nous-mêmes. Avec le temps, je finis par faire de même avec ma famille et ne voyais plus mes parents que rarement et très succinctement. L'ennui profond qu'ils m'inspiraient en me parlant de me trouver une compagne se transformait peu à peu en dégoût à cette simple idée, et nos relations finirent par devenir de plus en plus rares. Pourtant, nos études et l'obtention de nos diplômes étant pour nous synonyme de clé d'argent pour la liberté tant recherchée, à l'approche des examens, nous limitions nos entrevues nocturnes au maximum et nous comportions comme de simples étudiants lambda. C'est alors que nous avions convenu d'un rendez-vous pour le lendemain que l'accident qui marqua mon destin se produisit. J'avais la tête pleine de notes qu'il me faudrait consigner au plus vite, de peur de les oublier. Mais j'étais aussi excité à l'idée de retrouver mes nouveaux amis pour étudier un texte prétendument maudit nommé « Le roi en jaune » et censé rendre fou. Quantité d'ouvrages que nous nous procurions venaient de voyageurs de passage à Burnhaven. Certains évoquaient à mots voilés la manière frauduleuse dont ils avaient pu obtenir tel ou tel livre, et une bonne partie de nos économies était investie dans l'obtention d'un nouveau manuscrit ou d'un quelconque artefact, comme cette statuette de jade représentant une entité tentaculaire et dont je doutais de l'authenticité, mais qui, je devais l'avouer, provoquait un certain effet lorsque nous la contemplions. Perdu dans mes pensées, je traversai donc la route, sans prêter attention à mon environnement, et me pencher pour refaire mon lacet, ce qu'avec le recul, je trouve absolument absurde de ma part, mais que je ne regrette en aucun cas. Je n'entendis pas le bruit de l'automobile qui me percuta. Le choc fut brutal. Et ma vie ne fut sauve que grâce à la vivacité d'esprit de la personne qui se trouvait au volant, et trouva en elle suffisamment de maîtrise et de réflexe pour écraser la pédale du frein. Ce que je sais des événements suivant directement l'accident me fut relaté par différents témoins, et le conducteur lui-même, qui se révéla être une conductrice. Je m'étalai de tout mon long, et mon crâne se fendit au-dessus du sourcil gauche, là où l'avant du véhicule me frappa, et je perdis connaissance. Une agitation inhabituelle s'empara des rues d'ordinaire, si tranquilles de Burnhaven, et une foule se réunit autour de moi, gisant, le visage ensanglanté et étendu parmi mes différents feuillets et sujets d'étude. Je fus transporté à l'hôpital général où je restai inconscient presque 2 jours, en proie à de profonds délires. Je reproduis ici l'intégralité du rapport du docteur Carter avec qui je me suis entretenu, et dont je jure avoir serré la main, bien que ses confrères répètent sans cesse que cet homme n'a jamais existé. Le patient est arrivé à l'hôpital le 1er août 1915, souffrant d'une importante commotion cérébrale suite à un choc. Moi, le docteur Hall Carter, ai procédé en collaboration avec les infirmières Alice Jones et Edwina King à une opération de chirurgie lors de son admission dans notre service. L'opération fut éprouvante et dura 5h42 minutes, mais aboutit à un réel succès. Durant sa période d'observation, le sujet présenta une légère forme de délire, habituelle lors d'un tel fait divers, et nous fit craindre le pire concernant son avenir et le risque qu'il soit atteint de débilité incapacitante pour le reste de sa vie. Le 3 août 1915, le patient revint à lui, et je me présentai à son chevet pour le soumettre à un questionnaire. Il répondit de manière cohérente à chacune de mes interrogations, se souvenant de son nom, de l'année et de son adresse, ainsi que, bien que de façon fragmentée, de la raison de sa présence à l'hôpital. Le patient est resté inactif sur une période d'1 semaine suivant l'accident, et ces périodes de délire sont bel et bien terminées. Pour ces accès migraineux récurrents, unique véritable séquelle interne qui risque de garder jusqu'à la fin de ses jours, je lui ai donc préconisé un verre de whisky en cas de crise et de profiter du grand air au maximum. Une cuillerée de sel dans un verre d'eau en cas d'aggravation devrait soulager les douleurs. Il est intéressant de noter que malgré sa faible constitution et sa perte considérable de sang, Alexander William Liddell,
ainsi qu'il fut identifié par ses parents Stephen Willett Liddell et Joanna Scarlett Liddell, semble être en parfaite voie de rémission. Je ne m'oppose donc pas à son départ de l'hôpital. Lorsque j'ouvrais les yeux en proie à un terrible frisson, une douleur lancinante était présente sur et sous mon crâne, et il me fallut un certain temps pour habituer mes yeux à la lumière crue provenant des hautes fenêtres de l'établissement. Une infirmière me prit presque immédiatement en charge, et comme le souligne le docteur Carter, il se présenta à moi et nous discutâmes longtemps. Puis mes parents me rendirent visite, et leur mine accablée me fit une peine que je ne m'attendais pas à ressentir. Ma mère déplorait mes joues creuses et mon teint pâle. Quant à mon père, ce dernier, il me pria de revenir à la maison avec eux, et qu'instamment je cesse mon isolement insensé. En silence, je les écoutais, et acceptais certaines de leurs propositions d'un hochement de tête. Puis quelques-uns de mes amis de notre club secret vinrent me visiter à leur tour, et le plus étrange fut que ces gens, parmi lesquels j'avais eu l'impression de m'épanouir, me semblaient maintenant obscurément dangereux, et leur départ me fit un vif soulagement. Mais la visite à laquelle je ne m'attendais pas fut celle de la personne m'ayant renversé. C'était une jeune femme à la peau bronzée, à l'accent discret et maîtrisé que j'identifiais comme venant de l'Orient, des Indes, présumais-je, ou d'Égypte. Et à l'instant où je l'aperçus, je tombai pour la première et dernière fois de ma vie follement amoureux. Elle se présenta sous le nom d'Eleanor Rigby, et venait tout droit d'Europe, de Londres pour être plus précis. Elle était la fille d'un Égyptien renommé pour ses tapis fabuleux, s'étant établi sur le continent anglais où il avait fait fortune et fondé son foyer avec une noble anglaise. Nous échangèrent quelques paroles polies. Pourtant, l'inquiétude qui perçait dans sa voix quant à mon état de santé et la franche compassion de son regard d'émeraude sombre me bouleversèrent. Entre deux balbutiements de ma part, je l'assurai de ne pas porter plainte à son encontre et sa réaction, qui aurait pu paraître hautaine ou déplacée, me fit fondre. Elle rit et m'annonça qu'elle ne s'en faisait pas pour cela, vu que, et elle en avait raison, j'étais en tort, et que plusieurs témoins avaient assisté à la scène. Malgré tout, elle me remerciait pour cela. J'appris qu'elle visitait le nouveau continent seule et prévoyait de s'établir quelques jours dans cette partie du monde avant de reprendre la route. Sa diction impeccable et sa façon de construire ses phrases sans aucune hésitation me fascinaient. Alors qu'elle prenait congé, je lui demandai si j'aurais la chance qu'elle revienne me voir à l'hôpital avant son départ, et c'est avec un discret sourire qu'elle me répondit que, si les dieux en voulaient ainsi, nous nous recroiserons. Après son envol, je ne tenais plus en place. Je souffrais de son absence. Éléonore représentait dans son essence même ce que je désirais le plus ardemment. Elle était la personnification même de mes rêves les plus fous et les plus intimes. Une voyageuse solitaire et étrangère, un prisme aux yeux verts marécageux et au rire divin, tellement différente de tout ce que j'avais pu connaître à ce jour et en même temps terriblement familier. J'avais passé mon enfance à rêver des contes des mille et une nuits dont je lisais et relisais les fables, et voilà que Scheherazade elle-même entrait dans ma vie. Et son nom, évoquant la Lénore perdue du corbeau de peau, dont je connaissais le texte sur le bout des doigts, à force d'user mes yeux sur ces lignes obsédantes, dont l'amère ironie de ma situation présente ne me frappe que maintenant. La nuit qui suivit fut pleine de songes enfiévrés et audacieux, des fantasmes qui ne m'avaient alors jamais habité, et qui, aujourd'hui, embrasaient mon esprit. Je devais croire que les dieux étaient de mon côté, car dès le surlendemain, elle me rendit de nouveau visite. Sa présence me revigora suffisamment pour que je puisse me mettre debout, et nous marchâmes quelque temps dans le parc encerclant l'établissement. Les jours se succédèrent, et ces visites se firent régulières. Sa présence faisait s'évanouir mes migraines terribles et derniers reliquats de l'accident, en omettant ma cicatrice qui, avec le temps, s'estompait presque totalement. Nous discutions de beaucoup de choses, et je découvris avec émerveillement le champ infini de ses passions. Plus j'apprenais à la connaître, moins je désirais qu'elle ne s'éloigne de moi. Le jour précédant ma sortie de l'établissement, elle fit glisser ses doigts le long de la chair boursouflée qui se trouvait maintenant au-dessus de mon œil gauche. Et alors que je m'étais attendu à ressentir la morsure de la douleur, ce fut au contraire un apaisement et une fraîcheur incroyable qui m'inonda à ce contact. Mû par un courage et une impulsion que je ne contrôlais pas, je l'embrassai à l'ombre des ormes, et à ma grande surprise, elle me rendit mon étreinte. Aujourd'hui, mes migraines n'existent plus, tout comme Éléonore. Il serait même aisé de conclure que l'une comme l'autre ne furent que le fruit de mon imaginaire de par trop débordant. Mais si cela était bel et bien le cas,
Comment expliquer le fait que je sois capable de parler d'autres langues que mon anglais natal, que l'arabe des souks que m'apprit mon épouse lors d'un de nos voyages en Égypte ne me soit en aucun cas étranger, que je possède des notions d'allemand et de français, que je sois capable de décrire les plaines du Sahara et celles tout aussi dénuées de vie de l'Arctique, qu'ayant passé une grande partie de ma vie à écrire de la main droite et sans que mon écriture ne soit en aucune façon altérée, aujourd'hui, je sois capable d'écrire de la main gauche. Plus étonnant encore, ma capacité de prédire des événements de plus ou moins grande envergure qui secourront le monde jusqu'en 1928. Comme à leur habitude, les hommes de science tentent de conserver une certaine contenance lorsque certains de ces faits trouvent finalement écho. Mais derrière leurs masques austères, je sens poindre la terrible fissure que seul le doute peut offrir. Et la terreur que je puisse dire vrai les grignote un peu plus chaque heure passée à mes côtés.